Alors, l'inattendu, vous avez déjà parlé sans doute beaucoup de cela. Ce thème de vos journées doctorales, m'évoque l'extrême sérieux avec lequel les jeunes analystes que vous êtes ou que vous serez abordent la clinique. Et il me semble qu'avec ce terme, vous renouez avec ce que j'appellerais le pathos proprement philosophique, qui n'est autre que la capacité de se laisser surprendre. C'est le fameux Thomasein de Platon, être surpris. La pensée commence par débusquer l'inattendu. C'est là que je pense, sinon je m'adapte. Au XVIIe siècle, on ne parlera pas de surprise, on appellera inattendu l'insoupçonné, ou plutôt l'étonnement, qui sera la première des passions, article 53 du traité des passions de Descartes. Quelle est la différence? Tandis que les Grecs cherchaient à faire naître dans la surprise l'admiration dans la beauté insoupçonnée, l'étonnement dérive du terme tonnerre et il s'adresse à l'ébranlement, au choc, à la commotion de l'âme. Pascal va à son tour modifier cet optimisme cartésien de la raison qui voulait maîtriser l'émotion en diagnostiquant, lui, Pascal, l'effroi, l'horreur, l'épouvante. Et en faisant cela, il ne voulait pas discréditer l'homme, il m'effraie, il me fait horreur, il m'épouvante, mais il montrait l'efficacité même d'un sentir effrayé. Ce sentir effrayé sera pour lui le principe du décentrement de la maîtrise rationnelle, ouvrant la porte de la connaissance de soi. C'est car je suis ébranlé que moi, je deviens une question pour moi et pour les autres. Et cet ébranlement, qui ouvre la connaissance de soi, ne sera plus pour lui de l'ordre de la philosophie, ni de l'ordre de la science, mais de l'ordre du pari. Je te vois, je te trouve effrayant, mais je parie que je peux te connaître et toi aussi. L'ordre du pari, c'est-à-dire l'ordre du ludique. Et j'ose dire, et j'essaierai de le faire comprendre, que c'est pas très loin de l'ordre du transfert. Alors, si je situe l'inattendu, votre thème, dans cette noble généalogie, ce n'est pas seulement pour vous féliciter de la haute idée que vous vous faites de son sol natal, à elle, la psychanalyse, qui nous donne une rencontre avec le patient, ce que vous dites dans votre papier. Même si vous n'êtes pas conscient de vos ascendants, vous faites partie de cette haute lignée de gens qui veulent la vérité à partir de l'ébranlement et de l'effrayant. Mais c'est surtout pour me demander avec vous où se situe l'inattendu aujourd'hui. Où est la surprise, où est l'étonnement, où est l'épouvante? La question est même plus profonde. Est-ce qu'il peut y en avoir vraiment cet entendu, cet effroi, cette épouvante, à travers le prisme de la découverte freudienne, de l'inconscient? Je prendrai aussi la liberté de moduler que, ainsi vu la vérité humaine comme étonnement, inattendu, éprouvant, etc., nous oblige à moduler la notion d'inconscient elle-même. D'où le vaste projet de ce thème, inattendu. Vous ne dites pas inconscient, vous dites inattendu. Donc, comment moduler l'inconscient, pas l'abolir, pas le laisser tomber à la trappe, mais comment le moduler, comment être inventif. Je pars du constat que les avancées techniques, les recompositions de la famille nucléaire, l'emprise du spectacle et du numérique sur la civilisation du livre et du verbe que nous sommes,
autant de facteurs de liberté, évidemment, d'information, de rapidité, de savoir performant, sont aussi de ce que j'appelle une réduction spectaculaire de la vie intérieure, de la psyché, de l'âme. Et c'est à cela qu'est consacré un recueil qui date déjà, qui s'appelle Les nouvelles maladies de l'âme de 1993. Je vais reprendre de ce recueil le cas d'un patient, mais que je vais interpréter un peu différemment de l'interprétation qu'il y a dans ce livre pour l'arrimer à votre thème. Je reprends le contexte dans lequel des gens comme Didier fonctionnent. Pressé par le stress, impatient de gagner et de dépenser, de jouir ou de mourir, je dirais que les hommes et les femmes d'aujourd'hui font l'économie de cette représentation de leur expérience qu'on appelle une vie psychique. C'est l'acte et sa doublure, l'abandon, qui se substitue à la recherche du sens, et à l'interprétation du sens. On n'a ni le temps ni l'espace nécessaire pour se faire une âme. Le simple soupçon d'une pareille préoccupation fait penser aux opéras de savants qu'on appelle les opéras américains à la télé. Ça fait dérisoire et déplacé. Ombiliqué non pas sur son soi, parce qu'une amie qui travaille avec Pétillon pour faire la laïcité morale, la morale laïque, dit mais il n'y a pas de soi chez nos élèves. Donc ombiliqué, pas sur le soi, mais je dirais ombiliqué sur le quant à soi. L'homme moderne est un narcissique peut-être douloureux, mais sans remords. La souffrance le prend au corps, il somatise, et quand il se plaint, c'est pour mieux se complaire dans la plainte qu'il désire sans issue au fond. N'est-ce pas fabuleux, quelqu'un qui se satisfait d'une pilule et d'un écran? D'où votre question, la question, est-ce encore possible de chercher de l'inattendu? Est-il vraiment existant cet inattendu dans ces nouvelles maladies de l'âme dont je parle de ces livres? Que sont les borderline, les psychosomatoses, les toxicomanies, les vandalismes, etc. Donc, le cas Didier va me permettre de vous dire comment je fais avec ce genre de concitoyens. C'est un homme d'une quarantaine d'années, ce monsieur Didier, dessinateur industriel, me dit-il, qui consulte, après la mort de sa mère, ce dont il ne me parlera qu'une année après l'entrée en analyse. Il me conduira à utiliser un moyen inattendu dans le processus analytique, c'est la peinture. Et cette peinture s'avérera être un relais inattendu en effet, surprenant, étonnant, effrayant, avec toutes les généalogies que je vous ai données tout à l'heure, pour faire apparaître ce qui restait à proprement parler inentendu, si vous me permettez ce jeu de mots, par le patient. Je montrerai comment le passage du visible, c'était les tableaux, les peintures de Didier, qu'il m'a montré, au fantasme, ensuite au rêve, enfin nommé et interprété, parce qu'il n'était pas possible de le faire sans les peintures, dans le transfert contre transfert, devait relancer la vie psychique du patient. Dans cette cure, il ne s'agissait pas de révéler le refoulé, non dit, mais à proprement parler de reconstruire la subjectivation. Et pour ce faire, la technique analytique m'a demandé ce que j'appelle depuis une intense théorisation flottante. Pas seulement une écoute flottante, mais une intense théorisation flottante de la part de l'analyste que j'étais, que je suis, en plus évidemment de l'écoute flottante. Cette théorisation flottante exige aussi, comme je viens de le dire, et dans le cas de Didier, mais dans d'autres cas peut-être autre chose, le recours à des moyens de représentation non linguistiques, que j'appelle, moi, sémiotiques. Je fais une distinction entre le sémiotique et le pré-langage ou le translangage, et je garde le terme de symbolique à tout ce qui est verbal, tout ce qui se dit par des mots. Par exemple, le cinéma est
muet en particulier, mais aussi avec l'image, sémiotique. La peinture est sémiotique, la danse est sémiotique, le langage de l'enfant est sémiotique, et quand il y a des mots, j'appelle ça symbolique. Donc, on a utilisé des représentations sémiotiques, ces peintures, dans lesquelles s'étaient réfugiés les fantasmes et les pulsions, et ceci selon un régime que je situerais entre refoulement et clivage, pour les reconstruire avec et dans la parole, donnée par moi, créée par lui, dans le transfert contre transfert, et c'est seulement après que nous ayons pu analyser une véritable reconstruction de l'Édipe. Alors, qui est ce monsieur? Un fragment d'analyse que je vais vous donner donne l'exemple concret de ces nouvelles maladies de l'âme. Je l'appelle, en ce qui le concerne, mais je pense que ça peut se dire pour d'autres où on attend d'inattendu, l'inhibition fantasmatique. Monsieur n'a pas de fantasme. Paradoxalement, ce patient qui vit de dessin, parce qu'il est dessinateur industriel, me dit-il, donc pour l'instant je ne sais pas qu'il peint, il fait des dessins. Et j'imaginais quelque chose de très technique, des schémas ou des, je sais pas moi, des routes, des machines. Il est incapable de raconter, de mettre en récit, imager ses passions. Privé de récit, son désir s'annule. Didier peut être considéré de ce fait comme une figure emblématique de l'homme contemporain, acteur ou consommateur de la société et du spectacle, mais qui est en panne d'imaginaire. Ça me paraît très significatif, tout le monde s'intoxique d'images, mais est en panne d'imaginaire. Pas tous, mais ceux qui viennent se plaindre. Le paradoxe de ce comédien de Diderot, pourquoi je dis que c'est un paradoxe? Parce que, comme vous savez, Diderot mettait en évidence un professionnel du théâtre qui imitait les sensations à s'y méprendre en jouant toutes sortes de choses, tout en étant personnellement incapable de sentir. Eh bien, je trouve que cette supériorité, selon Diderot, de cet homme qui peut faire toutes les sensations douloureuses, criminelles, machin, mais qui est incapable de sentir, et c'est très bien, cette supériorité, me semble-t-il, s'inverse aujourd'hui en malaise. Le fabricant et le consommateur d'images souffrent de ne pas pouvoir imaginer. Et cette conséquence, la conséquence de cette impuissance imaginée est l'impotence. L'impotence sexuelle, relationnelle, professionnelle, créatrice. Alors, l'élaboration de cela va passer par la revalorisation de l'image au cœur du transfert avant d'ouvrir au langage du récit fantasmatique. Didier m'a écrit qu'il appréciait mes livres sur la littérature et l'art. Il vient me consulter pour des difficultés d'ordre relationnel. Donc il ne me parle pas du tout, encore une fois, de peinture, on est loin de là, mais je vous le dis parce que le premier inattendu sera ça. Difficulté d'ordre relationnel qu'il avait décidé à entreprendre une analyse, maintenant, pas question de la mort de sa mère non plus. Il pensait que j'étais la seule personne capable de le guider dans cette aventure, parce qu'il avait lu mes ouvrages, il trouvait que j'étais une femme savante. La lettre trahissait le lecteur d'ouvrages psychanalytiques et littéraires, mais aussi l'amateur de l'art bien informé. Et pendant au moins un an et demi, je fus mise en présence d'un soliloque construit avec des mots savants et polis que Didier proférait d'une voix monocorde. Par moments, le paradoxe de sa situation me paraissait dérisoire et absurde. J'avais du mal à me convaincre que cet homme était mon patient, tellement il semblait parler pour m'ignorer. Même lorsque j'arrivais à percer
ce scaphandrier hermétique, ce Walkman invisible, c'était des métaphores à travers lesquelles j'essayais de désigner pour moi-même cet automatisme mental et libidinal. Didier l'assimilait immédiatement. Ouais, j'allais le dire tout à fait, j'y ai pensé, il continuait à me réciter du Lacan. Et il continuait ainsi à se tisser sa carapace sans se laisser toucher par mes interventions. Cette clôture de la parole de Didier, apparente dès les premiers entretiens, préliminaires même, aurait pu être considérée comme indice d'impossibilité de la cure. J'ai estimé néanmoins qu'elle était possible, cette cure. Pourquoi? Parce que cette économie même du discours, très défendue, très technique, était en parfaite adéquation avec le mal-être dont il venait de se plaindre, la difficulté relationnelle, avec des comptes rendus confiés à la manière opératoire et technique des maladies psychosomatiques et déposés, ces mots, comme des objets inertes, comme des déchets aseptisés. Didier se décrivait seul, incapable d'aimer, neutre, détaché de ses collègues et de sa femme, indifférent, intéressé par la masturbation et par ses dessins. Et jusque-là, moi je pense qu'au dessin de ce qu'il fait dans son travail. Un peu de son histoire, il est venu après une fille, il était adoré de sa mère, qui l'habillait et le coiffait comme une fille jusqu'à l'âge scolaire. Elle occupait le centre de la vie de ce petit garçon, elle la mère, tout en faisant de lui le foyer de son désir. Elle aimait en petite fille ce garçon, elle s'aimait en petite fille par son fils métamorphosé en fillette, et je me suis construite l'image d'une mère narcissique dans un déni de castration. Elle était comme lui, il était comme elle, mais avec un pénis en plus qui lui permettait à elle de ne pas se vivre dans les différences sexuelles et la castration. Didier ne disait pas « ma mère », ni « notre mère », mais « la mère ». J'allais m'apercevoir que cet article est défini était partie prenante d'un système défensif, celui de ce que j'appellerais, pour décrire davantage cette cure, la combinatoire perverse de Didier. Parce qu'il y a cette isolation obsessionnelle, mais il y a une combinatoire perverse destinée à préserver une intimité contenue, exigeante et ravageante avec sa mère, qui est la mère. Je dis intimité et on verra plus tard combien ce terme peut être compris à l'horizon de ce que Masoud Khan parle de l'intimité du pervers qui intime au sens qui dicte, qui commande, intimité dictatoriale. Je dis qu'il a une combinatoire perverse, ce n'est pas seulement une perversion, car l'activité masturbatoire exclusive de toute autre sexualité, dont il s'est plaint depuis le début, s'ajoutait aussi des somatoses, eczéma entre les doigts des mains, les orteils et au coude. J'imaginais un travail de sublimation puisqu'il est arrivé à avoir une activité professionnelle qui avait quelque chose d'esthétique. Et tout cela maintenait son discours dans l'abstraction, la mère, et sa personne dans l'isolement splendide. C'est la mère et c'est pas la mienne. Et si la mère n'est pas une personne, elle, ma, la tienne, etc., il n'y a personne, ce qui collait bien avec son isolement. J'ai eu à maintes reprises l'occasion de m'apercevoir combien Didier, malgré comme beaucoup de patients, défiait la nosographie classique. Malgré son isolation obsessionnelle mélangée à la psychosomatose, une immaturité apparaissait fixée à la masturbation et cette organisation psychique ne me semblait pas correspondre de manière exacte à aucune classification. Et j'ai choisi alors d'entendre en priorité la dominante perverse.
si j'ai fait ce choix, c'est par souci de faire advenir des pulsions. Je suis très SPP, comme vous voyez. De faire advenir les pulsions dans le discours et dans l'analyse elle-même, à l'intérieur de transfert, pour le rendre plus vivant, plus complexe et peut-être plus opérant. Précisément ce à quoi le patient se dérobait. Toutefois, le composite obsessionnel ou la personnalité narcissique devait évidemment retenir mon attention. Alors, le père de Didier avait épousé la mère, mais il avait été marié auparavant à une étrangère. Et là, je me dis, ça y est, on y est. Et cette aura romantique, je n'ai jamais su quelle était l'étrangère, je crois que c'est une dame d'Afrique du Nord, mais je ne sais pas, probablement une musulmane, aura qui avait dans l'esprit de Didier quelque chose de romantique qui donnait aussi une sorte d'existence à son père, par ailleurs présenté comme dominé par la mère, absent, et elle, l'étrangère, de ce point de vue, faisait en quelque sorte protection à la présence envahissante de la mère. Il y a une autre, quelque part, qui va me protéger de celle qui m'englobe. Ce trait m'a semblé constitutif d'une identité sexuelle possible chez Didier, malgré le désir trouble de sa mère, qui aurait pu le conduire à l'homosexualité, sinon à la psychose. Cependant, de l'époque paradisiaque de fusion avec sa mère, il ne semblait pas avoir gardé de souvenirs précis. Quand il a évoqué le fait de la mort de sa mère, dit « ma mère est morte », mais n'a pas dit que c'était imminent avant l'entrée en cure, il me disait qu'il trouvait la mort normale. Un seul regret, Didier ne montrait ses œuvres qu'à sa mère. Il me disait, je ne montrais mes dessins qu'à ma mère. J'ai commencé moi aussi, vu qu'il me parlait de manière à ne rien comprendre, c'est moi qui essayais de comprendre, ce que vous appelez tout à l'heure la théorisation bienveillante, montrer, provoquer le plaisir de la voyeuse, jouir, se montrer encore, j'imaginais ces scènes, telle était leur communication à mes yeux, et leur communion sans parole, de la main aux yeux et vice-versa, malaxant des matières peut-être, me disais-je. Je commençais à imaginer qu'il fait peut-être de la peinture ou simplement de l'encre pour pouvoir exister et trouver une sorte de tiercité entre eux. Mais ce manège s'était arrêté depuis la mort de la mère et depuis, il trouve moins de plaisir à se masturber, me dit-il, depuis la mort de la mère. Sa fidélité à la mort avait pris une autre forme. Il a condamné l'appartement. Il n'entre pas dans l'appartement de la mère. Il a laissé tous les meubles et c'est un vacuum infréquentable, dit-il, d'une caverne condamnée. Didier donc l'avait fermé comme un espace inaccessible parce qu'interdit, une sorte de mer intouchable à la suite de quelle dépression chez elle ou de quelle condamnation paternelle encore inapparente dans le discours de Didier. Telle était mon hypothèse, mes hésitations. Par-delà cette interdiction d'une relation, justement trop pleine, l'appartement était désormais vidé plutôt de la présence excitante de la mère, qui restait donc le seul objet d'attraction, et il n'y allait plus. Il ne travaillait plus, pas de créativité. Ainsi m'a paru cet espace maternel auquel Didier se référait souvent, déterminé donc à le garder comme un foyer fermé. Totale et secrète passion qu'il disait inexistante, vide, et en me redisant mes notes, je disais peut-être inattendue et inentendue, quelque chose qui devait rester fort clos. Et que Didier pourtant était venu me demander à faire apparaître. Ça ne peut pas apparaître, je cadenasse, mais il faut le faire apparaître.
Me voilà donc invoqué et rejeté, appelé et enfermé du même mouvement, comme le sera le processus analytique. Je note d'abord la manipulation. Le pervers garde son intime pour intimer dictatorialement, tu n'y entreras pas. Je note d'abord la manipulation à laquelle il tend à soumettre l'analyste sous une apparente docilité. C'est lui qui va me dicter les règles du jeu. Je ne te dis rien, je reste clos, etc. Parallèlement, il se propose comme programme de s'en tenir à la connaissance. Je lui dis, vous avez fermé cet appartement, vous l'avez condamné, il y a peut-être de l'émotion. Il me dit, pas de sentiment, je veux savoir, c'est tout. Alors, quelques élaborations autour de ce que Freud nous dit sur la pulsion du pervers. Je tire ça de quelques remarques dans les 3 essais. Vous le savez sans doute, pour Freud, la pulsion et l'objet sont soudés chez le pervers. Ce mécanisme pourrait être peut-être à la base du couple intimité-intimé. On se domine l'un l'autre et on est collé dans une intimité même. Mais surtout, ça c'est la chose la plus connue, je vous dis, Masoud Khan en a parlé. Mais surtout, et ce qu'on remarque plus rarement, me semble-t-il, Freud le dit clairement, c'est que la pulsion est idéalisée. Il y aurait, je le cite, une part d'activité psychique dès l'origine de la formation de la perversion. C'est tout le monde. Et, je cite encore, c'est peut-être précisément le cas des perversions les plus abominables qu'il faut admettre que la participation psychique de la transformation de la pulsion en idéalisation est la plus large. Donc, elle est tellement résorbée, la pulsion, dans l'idéalisation, que je l'idéalise, et parfois je passe à l'acte, parfois non, mais elle est clivée, forclose ou, chez l'obsessionnel, écartée. Sorte de combinatoire qu'on trouve aujourd'hui qui rendent les cas difficilement cernables. Donc, il se trouvait dans une activité psychique d'idéalisation qui a l'avantage de s'opposer au chaos pulsionnel, excitation avec la mère. Le jeune enfant encore est incapable d'élaborer cette excitation. Et cette idéalisation se superpose au chaos en le déniant. Et ça permet une activité psychique. L'idéalisation ainsi conduit à une sorte de connaissance, connaissance scolaire, connaissance des acquis qu'on apprend à l'école, etc., mais qui prennent un aspect d'artifice et d'artefact qu'on peut comparer au faux self de Winnicott, à la pensée opératoire de Marty, etc. Le discours donc de Didier, comme d'ailleurs son œuvre va nous le prouver, m'a paru donc avoir ce caractère d'artifice, où la pulsion a trouvé son idéalisation comme prolongement et de l'objet et de l'excitation de l'auteur, à la fois élaboré, informé, techniquement soigné, mais destiné, cet objet, ce dessin, à empêcher la reconnaissance des pulsions, notamment des pulsions agressives. Donc ce chaos pulsionnel colmaté par l'idéalisation peut conduire à des artefacts. Ici, ça va être le dessin ou autre œuvre, mais dans d'autres, ça peut être différents jeux, différents comportements compulsionnels qui ont le bénéfice de protéger, de permettre des acquisitions et de garder congelées, glacées les pulsions. Alors, 2 rêves pour vous montrer comment tout ça va bouger. Même les récits de rêves de Didier prenaient un aspect défensif, neutralisant et opératoire. Comme tant d'autres, ce rêve, que je vais vous relater en premier, se présente sous la forme d'un récit sténographique et d'associations rebelles à l'analyse. Didier est penché à la fenêtre de la maison familiale. Il se sent mal et quelqu'un le pousse. J'ai retenu
qu'il y a une poussée, mais ce n'est pas sa poussée, il n'y a personne, c'est une poussée anonyme. Et il bascule dans le vide. C'est un moment d'angoisse intense qui lui arrache un cri, lui semble-t-il du moins. Mais il n'entend pas, il pense que c'est ça. En tout cas, le rêve est muet, me dit-il, il n'y a pas de parole. Soudain, il s'aperçoit qu'il est devant une glace qui reflète le visage de sa sœur. Il pensait que ça devait être lui qui se voit dans la glace, mais c'est sa sœur. Et le trouble est encore plus grand, et c'est ce trouble-là qui le réveille. Alors, Didier parle de cris et de troubles avec cette neutralité qui le caractérise et qui m'a frappé une fois de plus. Il n'y a aucun détail dans cette maison, dans cette fenêtre, cette glace. Le rêve glace le vide. Je pensais au vide de la chambre, de l'appartement de sa mère. Rêve glacé. Je pense à l'angoisse devant un gouffre, angoisse de voir qu'il allait naître après sa sœur et qu'aucune autre naissance, façon de naître et d'être ne pouvait avoir lieu après lui parce que c'était le seul, unique objet de cette symbiose maternelle. Je me suis demandé même s'il y a un encouchement de l'entourage qui aurait ranimé la peur de ne pas être. Didier aurait pu ne pas naître si son père n'avait pas abandonné l'étrangère, ou encore si sa mère avait jeté, et non seulement rejeté le garçon, tellement décevant qu'elle l'avait déguisé en fille. Je pensais aussi, c'est une forme donc d'association que j'ai eue, je pensais aussi à l'inconsolable angoisse du non-être que cette fenêtre béante, tentative de suicide à partir d'un trou noir de narcissisme, mise à mort de soi, à la place de la sœur, à la place du père, qui me révélait des régions non constituées dans le psychisme de Didier. Qui suis-je? Je suis rien, naître ou ne pas naître, etc. J'esquisse des éléments de ce type. Il ne répond pas. Je me tiens plutôt à mon hypothèse d'un trou noir narcissique, et que si elle était vraie, alors il se verrait comme une sœur, comme une femelle, comme un double de la mère, qui aurait pu être un colmatage de ce trou noir, et donc passer un acte de défenestration. Mais finalement, il ne s'est pas confondu vraiment avec sa sœur, parce que précisément, tout ce chaos pulsionnel, toutes ces excitations, ce travestissement possible d'être la fille, il les avait glacés, comme il avait glacé l'angoisse de l'anéantissement, glacé les différences sexuelles, glacé l'anéantissement. Et il les avait néanmoins réfléchis, mais dans une isolation obsessionnelle, il peut essayer de ne pas tomber dans le vide glacé, mais de dessiner pour les autres, enfin de faire une activité. J'essaie de lui faire parler de sa sœur, il dit que sa sœur ne l'intéresse pas. D'ailleurs, elle n'intéressait ni son père ni sa mère. Être une femme n'est pas vraiment une perspective excitante, il n'y a pas de perspective, rien à faire, il vaut mieux rester dans l'impuissance, voilà ce qu'il me dit. Je pensais que cette peur de n'être qu'une femme traduisait aussi sa crainte d'aphanisis, d'impuissance. Et entre le gouffre sous la fenêtre et la glace avec le visage de sa sœur, il avait être femme ou se suicider, il avait choisi la glace. C'est-à-dire qu'il reporte sur son moi les conflits pulsionnels
et ceci le conduit à une impotence, inactivité, congélation des possibilités de reliance. Froidement, donc, il reste l'objet fétiche de sa mère, le garçon-fille, de la masturbation maternelle. Je sais, enfin, si j'ai pu proposer une interprétation relative à son angoisse de perdre son identité sexuelle, j'ai également suggéré que celle-ci pouvait dissimuler donc une angoisse catastrophique d'annulation totale. Et je lui communique cela. Donc vous n'êtes pas femme, vous n'êtes pas cette fille, peut-être vous avez peur de mourir, peut-être que ça... Il me dit « je ne vois pas ». Et très souvent, devant mes interprétations, il dit « je ne vois pas » et puis silence, rideau. Le petit chemin s'arrête là. Et il me dit simplement que rien ne l'intéresse plus. Et en même temps, j'entends ça, le travail que nous faisons ne l'intéresse plus. J'ai tenté donc de lier cette opacité avec l'appartement cadenassé de la mère. Fermer tout ce qui est en lui dans une chambre mortuaire vide. Didier me dit « je ne veux rien me livrer de sa vie intérieure, ne veut pas connaître la vie intérieure de sa mère. Elle a tout emporté avec elle. Je lui dis, mais peut-être que vous lui avez parlé de vos dessins. Il dit, non, non, je les montrais seulement. Elle n'était pas spécialiste. Avait-il peur de se laisser tomber dans la fenêtre d'une dévoration maternelle, dans le vide de cette dévoration, dans ce miroir où il n'y a qu'un visage de sœur qui est elle-même apparemment le déchet de la famille. C'est pour vous donner un exemple de ce recours à la théorisation flottante que je faisais et qui, en définitive, est peut-être cette troisième oreille distante mais implicite et indispensable qui module une donnée de contre-transfert qui se manifeste dans ce que je vous dis, en interprétation analytique parfois pertinente. Alors, tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent sur la relation obsessionnalité-perversion est souvent abordé d'une autre manière, mais je dis rien de nouveau jusqu'à présent, par les spécialistes dans le domaine. Puisque vous êtes doctorant, je permets d'être un peu didactique en vous renvoyant aux travaux de Gillespie ou Glover parmi les analystes anglo-saxons qui parlent de l'omnipotence du pervers qui relie l'économie de la perversion à celle de la psychose, le pervers se situant entre la défense refoulée et le caractère schizoïde ou clivé. Dans cette perspective analogue, Glover parle beaucoup de la perversion comme une neutralisation de l'agressivité infantile, comme un compromis préservant le sentiment de réalité. Je pense aussi aux travaux de Joyce McDougall sur la relation entre la personnalité perverse et les désorganisations archaïques pré-édipiennes du moi, aux symptomatologies narcissiques analysées par Green. Et par ailleurs, mon travail avec Didier est resté attentif à certaines propositions de Lacan concernant la perversion, à savoir comme fétichisme pervers qui n'efface pas la fonction paternelle. Et vous allez, ce qui conduit Lacan à écrire la perversion avec PE, accent grave, RE, et on va voir comment on va arriver jusque-là. Dans ce contexte clinique et théorique, j'ai relevé que les seuls moments qui semblaient extraire Didier de sa neutralité, pas vraiment bienveillante, étaient donc ceux où me parlait de ses dessins. C'est là que le contenu de son discours très spécialisé et technique m'empêchait d'imaginer ces tableaux. Cependant, sa voix s'animait alors et je le voyais rougir, l'émotion affleurait. La peinture était apparemment la partie cachée de l'iceberg qu'il construisait avec son discours.
L'interprétation s'est cristallisée en moi. D'un côté, fenêtre, glace, image, naître, enquister les pulsions, etc. Et de l'autre, plein de dessins. Et je dis image, je lui dis ça. D'un côté, fenêtre, glace, image, et de l'autre, dessin et plein de dessins et d'images. Je pensais que c'est peut-être là que s'était cristallisé quelque chose de son érotisme. Quelque temps après, il m'apporta des photos en grande affiche plutôt, de ses œuvres qu'il, tout en étant couché, mis sur ses genoux. C'était le moment inattendu de l'affaire. Et il commença à les commenter une à une. Ces photos représentaient des œuvres, pas du tout des dessins géométriques ni techniques, des œuvres qui étaient des mélanges de collage et de peinture. J'étais frappée par la violence de ce discours pictural qui tranchait d'autant plus avec la neutralité extrême, courtoise et abstraite du discours qu'il m'avait adressé jusqu'à présent. Les collages représentaient des figures, c'est-à-dire des découpages de photos ou d'autres dessins fracturés, cassés, brisés, comme issus de quelques carnages, des êtres divers, des hommes et des femmes, mais plutôt des personnalités, des artistes, qu'il arrangeait d'une autre façon pour construire une nouvelle identité, de manière à ce qu'on ne puisse pas les reconnaître, et tout ça barbouillé plus ou moins gracieusement ou violemment de peinture. Et cela sans aucune figure unique qui puisse embrasser les débris des personnes déchiquetées, essentiellement féminines d'ailleurs. Il y avait quelques figures d'hommes aussi, tout ça relevant leur aspect dérisoire, leur laideur insoupçonnée. Ainsi donc, c'est dans la peinture que le trou noir du traumatisme identitaire avait trouvé un langage, mais sans le discours isolant de la parole obsessionnelle, parce que Didier, en me montrant ces images, ne disait pas ce que je voyais. Il faisait des relations tout aussi théoriques et froides avec l'œuvre de Bacon. Vous voyez, là c'est comme Bacon, là c'est comme Warhol, là c'est comme Pollock, là c'est comme Rothko, et sans aucune vision et capacité de mentaliser ce que ça représentait sur le plan d'un acte personnel. Une jouissance se faisait quand même jour, une sorte de pulsion sadique se donnait libre cours, ne serait-ce que par l'évocation des noms des grands peintres. Et quelque chose comme un acte masturbatoire au moment sur le divan, qui faisait suite à la froideur antérieure. À partir de là, j'ai compris que j'avais pris la place de la mère morte qui accueillait les œuvres de son fils avec complaisance et sans commentaire. Et je me suis mise à interpréter. Donc ma différence avec cette mère consistait en ceci, qu'en nommant les fantasmes sadiques, je me dissociais de la position maternelle. Et j'avais l'impression d'accomplir une véritable greffe fantasmatique sur ce patient. Je disais même des mots sexuels assez crus, ou simplement agressivité ou carnage, etc. Et en effet, je maintiens l'impression et la position analytique que tant que le fantasme n'est pas nommé et se montre sous cette forme-là, il n'est pas psychisé, ce n'est pas un fantasme. Et c'est le fait de le nommer fait advenir ce dont il s'agit sous cette abstraction esthétique. Autrement dit,
sans la nomination, les abstractions esthétiques ne sont pas un fantasme. La question m'est apparue légitime à propos de Didier, tant les images semblaient isolées de son discours, comme me le montrait cette interprétation théorico-esthétique. Et c'est en faisant l'interprétation, en nommant l'acte sexuel de ce que je voyais, que mon étrange interprétation, fût-elle contre-transférentielle, me semble donner à Didier mes fantasmes dont il acceptait certains, dont il affinait d'autres. Non sans violence, parce qu'au début, il commençait par me dire je croyais m'être adressé à une femme intelligente, vous êtes comme tous les autres de la SPP. Donc j'ai accepté ce coup de violence, mais très gentiment, sans rien dire, et nous avons continué. Je crois que je dépasse mon temps, mais je voulais vous demander, je vais vous montrer comment 3 étapes se sont échelonnées à partir de là, qui ont permis de faire advenir l'entendu dans l'attendu. Ces 3 étapes sont les suivantes. La première, c'est la libération du fantasme pervers. Ensuite, le rêve, et ensuite une apparition de la figure paternelle avec l'amorce d'une reconstruction de l'Édipe. Alors, comment est apparu le fantasme? Après avoir donc discuté, parce qu'il a rapporté ces tableaux plusieurs fois, des mois et des mois, on a discuté là-dessus, je me suis traité de SPP et compagnie, et un jour, il me rapporte qu'il se dispute avec sa femme. La première fois que j'entends parler de ça, enfin, je savais qu'il était marié, mais il parle qu'il se dispute avec sa femme, qui était née, elle aussi, dans un pays étranger. Et la dispute a été très froide, enfin, non, pas très forte. Et je souligne, après que nous ayons parlé de ces figures découpées, cassées dans les collages, je souligne qu'il veut casser la figure à une étrangère. De la SPP. Bon. Didier refuse cette interprétation. Il m'assure que pour lui, l'étrangère, c'est moi. Bon. Il paraît difficile de considérer sa femme comme un objet pervers, tellement les activités sexuelles de mon patient étaient solitaires, et il pensait tirer de cette femme quelque chose de très protecteur d'une certaine manière, et en même temps de permissif. Parce que étrangère, elle était objet d'excitation du père, de la première épouse du père, mais puisqu'il y avait la mère, elle le protégeait de la véritable excitation chaotique qu'il avait vécue avec sa mère. Donc il pouvait accrocher sur cette étrangère son surmoi qui défend de toute fantasmagorie avec elle. Mais dans la mesure où c'était une femme gentille et le laissait faire, elle était aussi permissive, et donc ça avait suspendu son agressivité, il ne pouvait même pas l'attaquer. Elle était froide, elle était permissive, donc tout pouvait rester désinvesti et glacé. Donc l'étrangeté de sa femme avait agi comme une assurance contre la crainte d'être avalée et dévorée par la mère, et la satisfaction qu'elle se donnait et qu'elle lui donnait. La séance est suivie de relations extrêmement violentes, encore plus que les premières, entre Didier et sa femme. Et dans la foulée de cette période de l'analyse, il me parle davantage, non seulement du fait qu'il se masturbe, qu'on savait dès le début, mais avec des détails précis de sa sexualité masturbatoire, gigantesque, mammaire, pénienne, anale, vous imaginez tous les détails, expérience totale, une excitation polymorphe qui mettait encore en acte un corps sadomasochique illimité, corps tout entier devenu sexe,
pressé de se décharger de quelques tensions puissantes. À ceci près qu'il voulait préciser que ça touchait jamais, dans ces états-là, la bouche ne l'intéressait pas. Il ne touchait jamais la bouche, il n'avait jamais embrassé personne, il ne comprenait pas pourquoi les gens pouvaient s'embrasser. Intouchable donc, cet endroit, comme par hasard, de la symbolisation et avec lequel nous étions en train de travailler, il gardait secret cette oralité innommable que j'ai associée aussi avec la création d'une accession au langage un peu faux-self et aseptisée. Oralité donc longuement neutralisée, glacée et mécanique. Je passe très vite sur le deuxième rêve qui me paraît très intéressant, où il se trouve dans le lit des parents. Et j'insiste que c'est un rêve. Il se trouve dans le lit des parents, donc partage la scène primitive. Vous voyez comme on est loin de cette parole aseptisée du début et comment l'inattendu de la peinture a développé. Dans ce lit des parents, nous avons souvent l'habitude en psychanalyse de considérer que c'est un pas très important. C'est une idée kleinienne, je pense, entre autres, parce que l'enfant et l'adulte qui s'en souvient relie avec sa bisexualité psychique. Non seulement je suis admis dans la scène primitive, c'est une acceptation, mais je suis homme et femme. Dans ce cas, compte tenu de la manière fragmentée de la vie psychique de Didier et que les collages montraient bien, il m'a semblé que nous n'assistons pas à cette cohésion des deux parents, aux parents combinés, qui ressoude Édipe et favorise une bisexualité, on dirait, acceptable, mais qu'il était resté dans une séparation des deux et une alternance d'identification qui lui permettait de jouir comme l'un et comme l'autre et de le tenir en échec tous les deux. Donc cette dimension perverse continuait à passer par cette scène-là, sauf que, et c'est pour cela que je pensais que c'était un progrès dans notre analyse, ce n'était plus un fantasme, ce n'était plus même un collage, c'était un rêve. Et j'insiste beaucoup sur quelque chose qui est peut-être une inentendue dans les rêves, à savoir que dans le rêve, la représentation que se fait l'enfant lui donne la possibilité de réunir les incorporats parentaux et les sources d'excitabilité séparées. Et cette réunion onirique, qui est déjà une mentalisation, qui est dans l'ordre du langage, permet l'unification du moi, permet la subjectivation. Donc, on est dans une perversion sous-jacente, si on veut, sans doute, mais cette économie de rêver cet acte-là conduit à un nouveau type de rêve, autre que celui sans parole devant la glace, qui constitue l'élaboration de l'unité subjective. Le rêveur, donc, répond aux besoins de l'enfant d'éprouver l'unité de son corps composite, d'unifier son corps par le rêve et par la parole, en passant par une illusion qui est le rêve, fusion illusoire, mais néanmoins les incorporats disparates apparaissent comme objets externes et deviennent une part de la subjectivité bisexuelle. Alors, troisième étape, je vais raccourcir au maximum, il commençait à se montrer très agressif vis-à-vis de son père. Et j'ai occupé la place de ce monsieur qui, paraît-il,
on ne sait pas pour quelle raison, mais peut-être l'attitude du fils avait une importance là-dessus, devenait chef dans son entreprise, il a eu une promotion et ça suscitait la jalousie, l'agressivité de Didier qui commençait à l'attaquer et à porter des différentes attaques derrière des figures masculines qu'il pouvait imaginer. À tel point, cette agressivité a conduit à s'exprimer, le conduit à s'exprimer dans des fantasmes, cette fois-ci de type anal, et une nouvelle somatose. L'eczéma s'est porté sur des parties génitales. Il était obligé de faire appel à un dermatologue. Ce n'était pas grand-chose, ça l'a soulagé, mais un homme est arrivé entre nous. Je m'arrête là pour vous dire que l'analyse s'est terminée et avec notre mutuel consentement, moi étant avec la conviction que nous avons fait le contraire de ce que Freud dit, la névrose et le négatif de la perversion. Finalement, nous sommes entrés dans la névrose, mais la perversion n'a pas été abolie, elle est toujours là et menaçante ou sous-jacente. Mais après tout, est-ce que ce n'est pas ça un bon pervers, d'être un peu un bon névrosé, d'avoir intégré la perversion? C'est peut-être pareil. Avec ceci de très particulier, donc c'est pour ça que je le laissais continuer sa vie et chercher d'autres ajustements de la névrose et de la perversion. Il m'a apporté à la dernière séance, pour qu'on devait se dire adieu, mon portrait. Il a l'autre inattendu, pas de collage, rien que le portrait qu'il avait copié d'une photo, où on me voit en train de fumer une cigarette, mais il avait enlevé la cigarette. Et il n'y a que les doigts, le pouce et l'index qui se tiennent comme ça, comme dans un geste bouddhique du vide. Et il me dit, mais vous voyez, hein, j'ai bien vu, rien dans les mains, rien dans les poches et pas de fétiche. Donc je pensais que c'était une manière d'accepter la castration féminine, ce qui est peut-être rare dans une analyse. Voilà. Merci de votre attention.